J'ai le très grand plaisir d'accueillir Abdel Ali El-Badawi, autodidacte génial. Sa ténacité et sa passion pour l'aide sociale l'ont mené à faire des banlieues santé qui visent à innover dans le domaine médical et réduire les inégalités de santé. Ce parcours est un magnifique témoignage de l'importance de la persévérance et de l'entrepreneuriat au service du bien-être humain. As-tu une histoire personnelle qui justifie cet engagement aussi passionné? Ouais, je pense, déjà merci, bonjour à toi Virginie. Je pense déjà l'éducation de nos parents, ce qu'ils nous ont apporté, mais aussi la succession de différentes situations de vie, des parcours de vie, des accidents qui ont fait aujourd'hui ce que nous sommes devenus et ce que je suis devenu, ce qui permet aujourd'hui de transformer positivement la société. Et il y a une réalité, c'est que souvent un échec, on le voit comme quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Moi, j'ai décidé de vivre des échecs, mais surtout d'en faire en sorte de les transformer en solutions, en effet extrêmement positifs pour la société, pour moi-même, mais aussi surtout pour la société et pour le commun, parce que c'est éminemment important d'être utile aux gens, d'être en priorité utile à celles et ceux qui en ont le plus besoin. D'accord, tu parles d'échec, mais tu as connu un échec personnel dans oui, avec la santé? Tout à fait, un accident de vie. J'ai eu un accident qui j'ai été brûlé à près de 70% de la surface de mon corps. Donc, tout de suite, j'ai compris la question des inégalités sociales. Mon père a été touché d'amiante et de silicose, comme beaucoup de travailleurs immigrés. Et c'était transformer cela en solution plutôt qu'en colère. Et tu as, parmi toutes les professions que tu as exercé la fonction d'homme de ménage en EHPAD, d'infirmière libérale. Et en quoi ces expériences t'ont aujourd'hui aidé pour ce parcours qui est quand même très exceptionnel? Oui, j'ai effectivement commencé en tant qu'homme de ménage pendant près de 7 ans et auxiliaire de vie à l'hôpital et dans plusieurs structures de soins de santé. J'ai beaucoup appris. Vraiment au travers de ce métier, parce que la femme ou l'homme de ménage, elle prend plus de temps auprès des personnes malades. Parce que le temps de s'occuper de la chambre, on prend 10, 15, 20 minutes, voire 30, et on discute avec le malade, et donc on prend le temps d'écouter le patient. Et ça a été vraiment hyper enrichissant et extrêmement constructeur dans ce que je suis devenu pour devenir infirmier par la suite et reprendre des études. C'est-à-dire que ça t'a apporté de plus? Ça m'a apporté une forme, de compréhension des problématiques que vivent les gens, vivent les patients, et puis surtout une forme d'humilité. D'humilité qui est pour moi éminemment importante dans notre travail. Je crois que celles et ceux qui sont les moins visibles, les femmes de ménage, sont aussi celles qui apportent une valeur ajoutée à notre société. Et donc c'est comme ça que moi j'ai compris les choses, et donc c'est ce que j'essaie de transcrire dans mon travail. C'est-à-dire, quelle valeur ajoutée apporte-t-elle? Comment? Quelle valeur ajoutée? La valeur ajoutée de l'aide, du soutien, de l'écoute, de la bientraitance, de la bienveillance à l'égard des gens. Et ça a été éminemment fondateur pour mon métier et pour aussi l'organisation que je porte. Et quelle est d'après toi la solution pour lutter contre les inégalités sociales? La solution, elle passe déjà par faire en sorte que les gens qui sont touchés par les inégalités sociales, ils sont vus plutôt comme une solution, plutôt qu'un problème, et plutôt comme une solution. Capaciter les gens, leur permettre d'être utiles eux-mêmes et de se dire comment je peux comprendre la santé, ma santé. Et donc, pour lutter contre les inégalités sociales de santé, il faut déjà prendre en compte un chiffre. Il y a près de 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Et donc, c'est ce millefeuille d'inégalités sociales qui amène les gens à être en situation de vulnérabilité sanitaire. Et puis aussi, je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'écouter et de faire en sorte d'embarquer celles et ceux qui font déjà des choses sur le terrain, essayer de leur donner des outils, les informer, les former pour pouvoir être acteurs de leur santé. Et il me semble avoir entendu dans une interview à laquelle tu répondais que les femmes aussi pouvaient être une solution. Elles sont surtout la solution. La question des inégalités sociales, c'est elles qui aujourd'hui sont en première ligne des inégalités sociales, les femmes. C'est-à-dire? Elles portent le poids de la vie, elles portent la vie, et elles sont pour moi les solutions aux inégalités sociales. C'est pour ça qu'on a décidé
de créer des programmes comme le programme Femmes Ressources, où elles ont des ressources et on transforme ces femmes en ressources dans leur territoire, où elles peuvent être acteurs de la santé, elles sont ambassadrices en santé et bien d'autres choses. Et donc pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on essaye d'ailleurs de transformer en solution de droit commun. Donc on discute avec l'État qui aujourd'hui finance, contribue avec les partenaires privés à déployer nos dispositifs de droit commun portés par les femmes. Et aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs associations, Polieu Santé, Climat, Cool, Café des femmes. Et tu t'attaques à tous les angles morts des politiques sociales. Comment expliques-tu ta réussite? La réussite, elle ne vient pas de moi, en fait, à titre personnel. La réussite, elle vient d'un collectif. Elle vient de plusieurs personnes qui se sont agrégées au projet et qui ont réussi à vraiment être à l'écoute et surtout avoir la confiance pour pouvoir transformer ce projet. Moi, je pense à mes collaborateurs et mes collaboratrices, mais je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin au projet, que ce soit des partenaires privés, des partenaires étatiques, mais aussi parfois même des gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues. En vrai, ils ont été utiles au projet. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Et pourquoi? C'est important de le dire parce que résoudre les inégalités sociales, c'est une question de commun, c'est une question d'humanité. Et je pense sincèrement qu'il y a du bien, même chez les gens qui te veulent du mal. Et donc, pour moi, c'est aussi ça la force. C'est comment, intimement, je suis convaincu qu'individuellement, on peut y arriver pour arriver à quelque chose de collectif en termes de force et de solution. Et comment fais-tu, Thomas, pour trouver les personnes qui t'ont accompagné sur ce projet? Je pense que c'est prendre le temps d'écouter les besoins, ce qu'elles veulent apporter au projet. Ce n'est pas le projet, c'est d'abord qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter à titre individuel. Et il y a une réalité, c'est que souvent, moi, quand je parle à des futurs collaborateurs ou collaboratrices ou partenaires, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire? Et qu'est-ce que vous savez faire? J'impose pas le projet, mais je dis comment toi, tu peux vraiment avoir une valeur ajoutée au projet. Et ça, c'est pour moi éminemment important dans un projet. Magnifique. Considérer les autres. Et tu te développes également à l'international, donc ça veut dire, si je comprends bien, que tu as mis en place un système, une stratégie qui se duplique. Oui, bien sûr. En fait, tous les projets que je porte ou qu'on porte ensemble avec l'équipe, ils sont simples, impactants et duplicables. Peu importe dans le territoire où on va, dans le monde ou dans la ville où on va, le pays où on va. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une recette assez particulière, c'est qu'on prend le temps avec celles et ceux qui sont sur le terrain, qui sont localement installés, impliqués. Et c'est avec elles qu'on concerte. Et la concertation, elle est éminemment importante. C'est-à-dire comprendre leurs besoins, leurs réussites, parce qu'il y a une réalité. Vous pouvez venir vouloir être utile aux gens, et au contraire, vous pouvez hyper vulnérabiliser vos publics. Et ça, mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire hyper vulnérabilité? Vous pouvez avoir une action sociale pour des gens qui en ont besoin, et vous pouvez déstabiliser un écosystème qui est déjà bien installé, qui est déjà fort. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est justement d'arriver dans des lieux où on ne vient pas déstabiliser, mais renforcer, voire transformer avec eux un projet beaucoup plus pérenne dans le temps long. D'ailleurs, nous, on a une méthode, c'est des actions sucre rapides qui vont créer la confiance, comme un dispositif comme Plus belle la vue, qui est un dispositif d'accès aux lunettes qu'on a mis en place. Et alors, vous pouvez me dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. C'est par exemple à Marseille, c'est à peu près 600 personnes il y a quelques jours qu'on a permis d'avoir accès à des lunettes et une consultation ophtalmo avec un partenaire qui est OneSight, la Fondation des Silors. Et donc avec elle, on a identifié, mais aussi les acteurs de proximité, les acteurs sociaux, on a identifié un certain nombre de bénéficiaires qui n'avaient pas de droit. Et donc, on a permis à ces personnes-là d'avoir une consultation ophtalmo et un appareil agent lunettes. Et donc, ça, c'est une action rapide. Ça crée la confiance et avec ça, on peut transformer le projet en sucre lent. Et donc, on crée des lieux de vie comme le Café des femmes, les centres de santé participatifs. Tout ça avec une volonté très claire d'avoir une réponse de droit commun. Donc, c'est ça ta recette. C'est d'abord des sucres rapides, puis des sucres lents. Exactement. Les deux sont complémentaires et les deux vont avec. D'accord. Et qu'il y a des spécificités selon les pays que... Les spécificités, elles sont d'un point de vue politique, économique, social, parfois historique. Donc nous, on ne vient jamais pour dire on a la solution, on vient juste d'abord comprendre à ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà proposé des solutions. Parce qu'ils sont enrichissants aussi en termes de solutions pour d'autres pays. Donc on vient voir quelles sont leurs forces et comment on renforce leurs forces et comment ça permet en fait de transformer les projets. Donc
Oui, il y a forcément des spécificités par territoire, par pays. Il y a la langue, il y a aussi beaucoup d'autres choses, les aspects culturels, les habitudes de vie, sociales et économiques. Et donc tout ça, c'est une vision pour nous qui est de cartographier tout cela pour les mettre autour de la table. Et comment vous faites? Combien de temps ça prend? Ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'on dit, c'est prendre le temps qu'il faut pour réussir le projet. Parfois, ça va très vite, parfois, ça met plus de temps. Et surtout, ça met du temps, parfois, mais avec une réponse qui va être beaucoup plus impactante sur le territoire. Et ça, c'est éminemment important. Prendre le temps d'écouter les gens, c'est vraiment une force assez forte. Et parmi tous les projets que tu as développés, quel est le dernier projet dont tu es le plus fier? En fait, on est fiers de tous les projets. Je crois que il n'y en a pas un arrêteur qui... Ouais, effectivement, là, il y a en ce moment Banlieue Climat qui est en train de grandir aussi. Il y a Banlieue School aussi qui est en train de sortir du lot. Donc, vraiment, tous les projets sont hyper impactants. Le Café des femmes, le centre de santé qu'on est en train de déployer, c'est toutes des réussites à leur niveau. Moi, je suis très fier surtout de mes équipes qui portent ce projet à bras-le-corps. Et puis surtout des soutiens économiques et des soutiens politiques, étatiques, des administrations qui nous aident et qui nous font confiance pour transformer nos projets en droit commun. Et au niveau des entreprises, qu'est-ce que vous pourriez leur apporter en termes de compétences, de connaissances? On le fait un peu déjà avec des acteurs économiques et des acteurs privés, pour ne pas citer par exemple des grands groupes avec qui on discute, avec qui on apporte des valeurs ajoutées sur la question sociale. On essaye de vraiment transformer aussi la dimension de réflexion du COMEX. Donc on discute avec des COMEX, on vient présenter les initiatives auprès des COMEX et des dirigeants, des top managers sur ces enjeux sociaux qui aujourd'hui nous tiennent à cœur. Et donc je crois surtout que l'ambition, c'est surtout de leur faire entendre que la réponse, elle peut aussi venir d'en bas et elle ne vient pas surtout d'en haut. Et donc, c'est comment il y ait une vision ascendante et pas forcément que descendante pour répondre aux enjeux sociaux dans notre pays et puis dans notre monde. Donc, c'est ça, en fait, que tu murmures à l'oreille de toutes ces personnes aujourd'hui. Oui, alors que tu murmures d'autres secrets aussi. Effectivement, j'essaye de vraiment faire en sorte que les décideurs politiques, les chefs d'État avec qui je discute dans le monde, mais aussi les acteurs économiques avec lesquels je parle, les patrons, etc., en leur disant, en réalité, pour réussir la transformation aujourd'hui d'une action qui sera beaucoup plus humaine et beaucoup plus proche des gens les plus vulnérables, ayez l'humilité de prendre en compte justement ces personnes avec leur vulnérabilité, mais surtout leur force. Parce que c'est ce que nous disons, dans leur force, dans leur vulnérabilité, il y a des grandes forces. Et c'est ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui que je murmure et bien d'autres choses. Merci beaucoup pour cette magnifique projet de l'entreprenariat social. Merci beaucoup. Merci.